Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue ici ce soir à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette conférence organisée par l'INSERM et par Universcience. Bonsoir aussi à Toulouse, au Muséum d'Histoire naturelle avec lequel nous sommes en duplex. Toulouse qui sera en 2018 Cité européenne des sciences parce qu'elle accueillera entre autres les OFF, c'est-à-dire l'Euroscience Open Forum. C'est peu connu encore en France, mais c'est un rendez-vous qui est devenu incontournable pour toutes les parties prenantes de la recherche et de la technologie en Europe. Il sera question des nouveaux horizons de la science et des enjeux posés par les questions de santé, de développement durable, de transport, des transports de demain, du monde digital et de l'éthique scientifiques, autour de conférences, d'expositions et d'événements satellites un peu partout à Toulouse. Nous y reviendrons bien sûr d'ici là, c'est en juillet 2018, mais c'était au cas où vous ne saviez pas encore quoi faire de vos vacances dans 1 an et demi. Comme ça, vous pouvez d'ores et déjà réserver les billets de train, tout ça sont beaucoup moins chers. Je vous encourage donc à vous précipiter ce soir sur le site de la SNCF et d'Air France. Voilà, ensemble ce soir, nous sommes réunis pour évoquer notre flore intestinale ou microbiote. Le terme était inconnu encore il y a quelques années, du grand public, mais aussi des professionnels de la santé. Aujourd'hui, on lui reconnaît un rôle physiologique majeur, au point de le considérer comme un organe à part entière, organe hyper connecté ou niche, 2 kilos de bactéries, organe essentiel à préserver. Nous le verrons avec nos 4 invités ce soir. À Paris, à ma gauche, Mathias Chamaillard, qui est directeur de recherche INSERM au Centre d'infection et d'immunité à Lille. À côté de lui, Antoine Pellissolo, professeur de psychiatrie à l'UPEC. L'UPEC, c'est l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. À Toulouse, bonsoir. Est-ce que Toulouse, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Et vous, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien, merci. Bonsoir à Nathalie Vergnol, qui est directrice de recherche INSERM à l'Institut de recherche de santé digestive à Toulouse, et à Laurent Alric, qui est médecin au pôle digestif de l'hôpital Toulouse-Purpan. Voici pour nos invités ce soir. Vous pouvez également nous suivre pour ceux qui sont restés, ceux et celles qui sont restés chez elles, sur le hashtag Consent, vous le savez bien. Et puis, parce que c'est la tradition, pour ceux qui nous suivent et celles qui sont souvent ici, vous le savez, on commence par un quiz. Pour les nouveaux, vous allez jouer avec nous. Normalement, nous avons nos petites plaquettes habituelles, bleues, rouges, oui? Non? Alors, on vote à main... Pas ce soir, paraît-il. On vote donc à main levée, parce qu'il n'y a pas de secret entre nous. 3 petites questions pour commencer, pour se mettre en appétit. On y va? Chez l'homme, première question, elle est affichée derrière moi, le tube digestif renferme 100 000 micro-organismes ou 100 000 milliards de micro-organismes. La question a été faite par le capitaine Haddock. Donc, pour ceux qui pensent que c'est 100 000 micro-organismes, vous levez la main. Personne. Ceux qui pensent que 100 000 milliards de micro-organismes, à l'unanimité, d'accord. Très bien, je vous donnerai les réponses en fin de cette conférence pour être sûr que vous restiez. Petit 2, question 2. Dans l'état actuel des travaux de recherche... Ah non, c'est la question 3 que je vous lis. Bon, la 2. Le microbiote intestinal est-il impliqué dans notre système de défense immunitaire? Qui dit oui? D'accord. Pareil, je suis sûre que personne ne va dire non. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Belle concorde entre nous ce soir. 3e question. Dans l'état actuel des travaux de recherche, que sait-on aujourd'hui du microbiote? Peu de choses. Bon, en même temps, celle-ci, elle est vraiment trop facile, quoi. Je vais arrêter de préparer mes questions avec le capitaine Haddock, parce qu'il se moque de moi. Tout, s'il vous plaît, personne. Très bien. Nous verrons tout ça en fin de conférence. Bonsoir. Nous partons directement tout de suite à Toulouse. Nous allons ouvrir avec cette conférence avec Nathalie Vergnol, qui est pharmacologue, directrice de recherche à l'INSERM, à l'Institut de recherche en santé digestive à Toulouse. Toulouse, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Voici pour la première question qui va lancer cette conférence. Une question simple, le microbiote. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on quand on parle de microbiote intestinal? Je vous ai préparé un petit diaporama, si vous voulez l'afficher. Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté. Et d'une autre non plus.
On s'entend plus là, c'est ça? C'est ça? Je sais pas, moi c'est comme vous voulez. Si, normalement, c'est bon, on vous entend très bien ici. Donc, c'est à vous, Nathalie Vergnol. Est-ce que vous avez les diaporamas aussi, ou pas? Voilà, le voici. Et donc il faudra que je vous dise quand je change de diapo, c'est ça? C'est une idée. Ok, donc suivant. Donc une diapositive sur le microbiote et évidemment sa définition. C'est donc l'ensemble des micro-organismes, bactéries, virus, levures, champignons, qui vivent à la surface d'un tissu. Alors par extension, on parle souvent pratiquement uniquement de bactéries parce que c'est quand même la population la plus nombreuse dans le microbiote, mais il faut quand même se rappeler qu'il est également constitué d'autres micro-organismes, encore une fois tels que les levures, les virus, etc. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on peut le considérer comme un organe à part entière, hein, un organe supplémentaire, et qui est particulièrement abondant évidemment dans le tractus digestif. Diapositive suivante. Donc quelques chiffres sur le microbiote, ça a déjà été évoqué en introduction en termes de poids, on a dit 2 kilos, donc moi c'est d'autres chiffres que j'ai ici. On héberge 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines dans chaque individu. Il existe à 150 fois plus de gènes bactériens que de nos propres gènes humains. Par individu, on trouve plus de 2000 espèces de bactéries différentes, 12 phyla différents avec une prédominance de certaines familles de bactéries. Sur la droite, ici, vous voyez qu'il y a aussi dans le tractus digestif une biogéographie un petit peu spécifique avec finalement dans le tractus digestif supérieur l'estomac, le duodénum, l'iléon, enfin le jéjunum, relativement peu de bactéries, et puis plus on descend et plus la population est fournie avec dans le côlon, et on en parlait, mais peut-être il ne faut pas que je donne les réponses aux questions, mais il s'agit de milliards effectivement de bactéries dans le côlon. Donc vraiment la fin du tractus digestif très très populé en bactéries. Diapositive suivante. Alors quel type de relation est-ce qu'on entretient avec notre microbiote? Alors le premier type de relation, c'est ce qu'on appelle le commensalisme. Et en fait, les bactéries qu'on trouve dans l'intestin, on les appelle souvent les bactéries commensales. Littéralement, ça veut dire commensales qui mangent dans le même plat. Et donc, c'est ce qui se passe. Nous mangeons dans le même plat que les bactéries que l'on héberge. Et on mange donc la même chose. Et on a une relation comme ça de partager donc notre repas avec ce microbiote. Un autre type de relation, c'est ce qu'on appelle le mutualisme, que vous avez ici sur la droite. Et dans ce cas-là, en fait, on échange aussi, c'est un échange de bons procédés. On mange la même chose, mais il y a certaines choses que l'un des partenaires n'arrive pas bien à digérer, donc il le digère pour l'autre, et inversement. Et donc là, il y a vraiment une relation d'entraide entre notre microbiote et nous pour partager finalement certaines voies métaboliques. Et la dernière type de relation, c'est celle du bas, c'est le parasitisme, où là, il y en a un qui prend plus que l'autre. C'est une notion assez connue, les parasites, qui vivent donc aux dépens d'autres personnes. Alors, ces trois types de relations existent en permanence, et même pour le parasitisme, ça reste faisable et viable, à condition qu'évidemment ce parasitisme soit contrôlé, ne soit pas trop important. Quand il le devient trop important, là évidemment on est dans des situations qui deviennent plutôt pathogènes. Donc je passe à la diapositive suivante qui résume les facteurs qui finalement vont influencer ce microbiote et dont on parlera probablement au cours du débat. On sait aujourd'hui que l'âge, l'alimentation évidemment, mais l'environnement, l'état de santé, tout ça contribue à équilibrer donc la balance entre ce commensalisme et ce mutualisme et ce parasitisme.
Diapositive suivante, ici, cela résume qu'est-ce qui se passe quand le microbiote n'est plus dans un état de balance et quand on développe ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire que, comme c'est écrit ici, mon microbiote ne va pas bien. Et il commence à aller mal sous l'emprise de différentes choses que vous voyez représentées ici. Alors, bien évidemment, des toxines environnementales, des polluants, des additifs alimentaires, une alimentation inadaptée, le stress, et on va en reparler, des médicaments, une imprégnation hormonale, de l'alcool, du sport intensif et évidemment des infections bactériennes également. L'ensemble de ces choses donc va induire une dysbiose et va faire que notre microbiote n'est pas tout à fait normal en quantité, en qualité, ce ne sont pas les mêmes bactéries, elles ne se comportent pas de la même façon et donc ça, ce sont des situations pathologiques. Diapositive suivante. Ici, c'est pour faire un petit peu le lien sur justement qu'est-ce qu'on sait entre ces phénomènes de dysbiose, donc quand on a un microbiote qui n'est pas tout à fait adapté, qui donc va mal, et des pathologies existantes. Et aujourd'hui, la recherche a vraiment mis l'accent sur 3 grands types de maladies auxquelles sont associées la dysbiose. Le premier grand type, c'est ce que vous avez en bleu sur la gauche, ce sont les maladies du système immunitaire, les maladies allergiques, l'asthme, les maladies auto-immunes, mais également les infections, donc, qui sont associées à des phénomènes de dysbiose. Le deuxième type de maladie, ce sont les maladies qu'on dit métaboliques, telles que l'obésité, le diabète, chez lesquelles, encore une fois, on a vu une dysbiose. Donc, ces personnes-là, atteintes de ces pathologies, n'ont pas le même microbiote que des personnes saines. Et le dernier type de maladie, dont on va aussi beaucoup reparler, je pense, ce sont les maladies du système nerveux central, telles que les dysfonctions cognitives, les maladies mentales, le stress, etc. Et donc aujourd'hui, finalement, une fois que cette association entre dysbiose et toutes ces pathologies a été faite, eh bien, l'idée évidente, c'est d'aller essayer de réparer ce microbiote et d'essayer de le ramener à un état basal, à un état qu'on dit homéostatique. Et pour ça, il y a différentes façons. On peut modifier son alimentation, on peut rajouter certaines bactéries dans notre alimentation, des bactéries bénéfiques, des probiotiques, des prébiotiques. Et on peut également faire ce qu'on appelle la transplantation fécale. Et le professeur Alric, qui est ici à Toulouse, va vous parler de ses travaux dans ce domaine-là pour traiter des patients. Et donc, en fait, pour ce retour à l'homéostasie implique ces grands 3 domaines de l'immunité, du métabolisme et donc de cet axe intestin-cerveau qu'on connaît depuis très très longtemps finalement et dont on n'avait pas appréhendé la dimension microbiotique au milieu de cet axe intestin-cerveau. Et donc je voulais passer un petit moment à introduire cet axe intestin-cerveau et les communications qui existent donc entre le cerveau, l'intestin et dans l'autre sens également l'intestin vers le cerveau. Alors ça, c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps, les communications cerveau-intestin. En effet, on sait bien que lorsqu'on est stressé, et ça depuis notre plus jeune âge, chez les enfants stressés, anxieux, malades, la première chose qu'ils vous disent, c'est « j'ai mal au ventre ». Et effectivement, on sait que le stress, toutes les perturbations psychologiques, entraînent des troubles fonctionnels intestinaux, des troubles de la motricité, des perturbations du transit, des ballonnements et des douleurs. Donc ça c'est des choses qui sont assez connues, étudiées depuis longtemps et on sait qu'il y a des voies hormonales qui gèrent ça, il y a des voies nerveuses également qui gèrent ça. Ensuite, il y a aussi un autre type de communication de l'intestin, ce coup-ci, vers le cerveau. Et c'est là que, plus récemment, on s'est rendu compte du rôle fondamental que jouait le microbiote, en fait, et comment, en fait, le microbiote était vraiment l'initiateur de ces messages qui partent de l'intestin et qui vont vers le cerveau. De quelle façon est-ce que le microbiote peut influencer, justement, le fonctionnement du cerveau et son comportement ?
par finalement 3 grandes voies. Une voie neuronale, puisque l'intestin est l'organe après le cerveau qui possède le plus de neurones. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau, je pense que ça sera évoqué aussi. Et donc, par l'intermédiaire de ces systèmes nerveux, il y a des communications directes entre les neurones intestinaux et les neurones du cerveau. Il y a une deuxième voie qui est la voie de la réponse immunitaire des muqueuses. Ça a été évoqué dans le quiz, mais qui est une voie extrêmement importante. Et ça sera, je pense, aussi évoqué par Mathias Chamaillard dans un contexte de cancer. Et enfin, une production de métabolites, donc une voie plus hormonale, si vous voulez, où le microbiote est capable de produire des métabolites qui vont influencer donc le cerveau. Et les choses marchent évidemment dans l'autre sens aussi, puisqu'aujourd'hui on sait que le fonctionnement du cerveau peut influencer le type de microbiote qui va rester, qui va être rémanent chez les individus, et ceci par plusieurs voies, notamment en modifiant le fonctionnement des cellules de l'épithélium, en modifiant la motricité. Tout ça fait qu'on n'a pas forcément le même microbiote selon l'état psychologique. Merci beaucoup Nathalie Vergnol pour cet exposé parfaitement clair et qui permet de problématiser parfaitement la conférence de ce soir et d'introduire très bien nos camarades ici à Paris. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure avec les questions du public. Bonsoir Mathias Chamaillard, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, au Centre d'infection et immunité de Lille. Nathalie Vergnol nous parlait de 2000 espèces de bactéries différentes dans le microbiote. Parmi elles, les bactéries Irae, rien à voir avec la colère parce qu'il y a un H devant Irae, donc ce n'est pas une bactérie en colère, nous allons en parler. Et la bactérie B. intestini hominis. De quoi s'agit-il? Pouvez-vous nous présenter ces deux charmantes bactéries alliées des chimiothérapies? Oui, bonsoir à tous. Comment on est arrivé à deux bactéries? C'est peut-être déjà par là où je vais commencer. Notre idée, en fait, que nous avions avec les cliniciens oncologues, c'était de mieux comprendre pourquoi il y avait une différence de réponse de thérapie chez les patients et chez les patientes. Et notre hypothèse de travail était que certains patients pouvaient avoir une composition de leur flore intestinale qui pouvait leur permettre de répondre aux immunothérapies de par les propriétés sur notre système immunitaire, des propriétés adjuvantes que fournissent certaines bactéries. Et on est assez vite, avec les progrès scientifiques, technologiques de séquençage, arrivé à identifier une signature, une composition particulière de la flore intestinale des patients qui ne répondaient pas aux chimiothérapies. Et de là, on est arrivé à quelques bactéries qui pouvaient en fait permettre de distinguer des patients qui répondent de qui ne répondent pas. Donc dans la diapositive suivante, vous verrez que pour vraiment définir le lien de causalité, à partir de, vous voyez sur la gauche, deux patientes, une qui répond et une qui ne répond pas à la chimiothérapie. Au centre, vous voyez leur composition de la flore intestinale, qui est sous forme de schéma, montrant qu'il y a des différences. On peut faire un catalogue des différentes bactéries qui peuvent être présentes, résider au sein de leur flore, de leur intestin, de la lumière intestinale, et à chercher à comprendre le mécanisme d'action de la chimiothérapie. On s'est rendu compte que certaines de ces bactéries pouvaient passer la barrière intestinale. La chimiothérapie induisait une porosité. Et le passage de certaines de ces bactéries était associé à une meilleure réponse à la chimiothérapie. Donc ça a pu être démontré, ce lien de causalité, grâce à des modèles animaux. C'est ce que je vous présente sur la droite. On appelle dans le laboratoire des souris avatars. C'est-à-dire qu'on part de souris stériles qu'on peut reconstituer avec une flore humaine et ainsi prendre une flore humaine d'une patiente ou d'un patient qui ne répond pas ou répond à la chimiothérapie et essayer que maintenant la souris qui va pas répondre à la chimiothérapie puisse répondre en lui administrant les bactéries qu'on avait trouvées en excès chez les répondeurs. Et c'est de là on est arrivé à Pterocoque irae et Bacteroides intestinomonis qui en fait sont importantes pour la réponse efficace à cette chimiothérapie. C'est donc Irae, vous dites, c'est pas Irae comme j'ai dit. Irae. J'étais encore dans mon latin de la colère.
Comment ça marche? Comment booste-t-elle la réponse immunitaire? Comment ça marche? Ben, tout passage de bactéries à travers la barrière intestinale est là pour finalement contenir les bactéries, éviter un choc septique, éviter la translocation de ces bactéries. Mais le passage de certaines d'entre elles va activer immédiatement le système immunitaire. Et ce système immunitaire se trouve en réponse à ces bactéries, hein, c'est bien spécifique, il y a un effet souche, ce n'est pas n'importe quel entérocoque qui va donner cet effet. Cette réponse immunitaire est capable d'agir de concert avec la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie a un effet sur la tumeur, hein, qui va induire une mort cellulaire de la tumeur, mais aussi un effet sur notre système immunitaire. Et la réponse immunitaire aux bactéries qui transloquent, c'est-à-dire qui peut passer de la lumière intestinale dans notre système sanguin, va pouvoir agir de concert avec la chimiothérapie. C'est donc un espoir important. Quel est l'état de la recherche à ce sujet? Où en est la recherche à ce sujet? C'est prometteur dans le sens où désormais on va de façon assez systématique cartographier la flore intestinale des patients avant ou après la thérapie pour bien savoir si on a un terrain prédictif de bonne réponse à la chimiothérapie. Donc ça, c'est une première étape. Avant de constater un échec, c'est de savoir si on est dans une bonne configuration. Maintenant, on a des enjeux, c'est de pouvoir, une personne on peut prédire qu'il ne va pas répondre, lui proposer une thérapie additionnelle avec la chimiothérapie pour la permettre de répondre. Et ça, c'est des expériences où on a besoin de comprendre maintenant le principe actif de ces bactéries pour en faire un médicament et de pouvoir le donner en parallèle avec la chimiothérapie. Des bonnes bactéries donc. Y a-t-il des mauvaises bactéries? Ah, en oncologie, oui. Et ça, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Nous, on l'avait vu à moitié plein, qu'il puisse y avoir des bonnes bactéries impliquées dans la réponse antitumorale. Il y a également d'autres bactéries dans la littérature qui peuvent promouvoir le cancer. Et donc ça, vous avez dû entendre parler d'Helicobacter pylori dans le cancer de l'estomac. Et donc, il y a également d'autres bactéries ou d'autres causes par d'autres micro-organismes, virus ou des espèces fongiques qui puissent participer à la genèse et à la progression du cancer. Pour ceux et celles qui n'ont pas entendu parler de cette bactérie-là, au nom un peu compliqué que vous évoquiez qui joue un rôle dans les tumeurs de l'estomac, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Sur les bactéries... Sur celle-ci que vous avez évoquée, dont j'ai à l'instant oublié le nom. Ah, Helicobacter pylori. Oui, c'est ça. D'accord. Vous prononcez ça avec une sorte d'aisance qui me rend envieuse. Ah bon. Alors, c'est avec lui. Donc ça a valu un prix Nobel. D'accord. Donc en fait, c'est une bactérie qui est relativement prévalente, c'est-à-dire assez importante. À peu près dans la salle, on va dire qu'un tiers d'entre nous, en fait, ont cette bactérie. Ça ne veut pas dire que tous vont développer un cancer du l'estomac. Non, il n'y a pas un lien complet de causalité, mais dans un terrain favorable, peut promouvoir le cancer de l'estomac. Très bien, nous reviendrons avec vous sur ces questions tout à l'heure, avec les questions du public. Nous repartons à Toulouse. Bonsoir Laurent Alric. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes médecin au pôle digestif de l'hôpital Toulouse-Purpan. Tout à l'heure, votre camarade Nathalie Vergnol parlait de cette réparation du microbiote quand il était défaillant, cette façon de le ramener à l'état homéostatique. Dites-moi un peu, elle évoquait la transplantation de microbiote fécal. Vous êtes un peu le père de cette transplantation. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience ? Je ne suis pas le père d'abord. C'est des Hollandais qui ont été les initiateurs dans un New England fameux où ils ont comparé dans un modèle d'infection qui est un modèle d'infection un peu particulier à Clostridium difficile, qui ont montré que par rapport au traitement de référence qui était la vancomycine, peu importe, mais enfin un antibiotique spécifique de cette infection, eh bien, que la transplantation de microbiote fécal était très largement supérieure, si bien que dans toute étude scientifique, généralement on randomise en 2 groupes et puis on attend la fin de l'étude pour dire quelle était la stratégie qui était la plus efficace, et que l'étude a dû être arrêtée
parce que le groupe qui avait la transplantation microbiote fécal était très largement mieux, après la transplantation microbiote fécal, avait un taux de réponse et d'élimination de cette infection particulière à Clostridium difficile que le groupe témoin. D'où c'est quelque chose d'assez ancien, puisque déjà les Chinois avaient remarqué qu'on pouvait utiliser ce qui pouvait être considéré comme la transplantation de microbiote fécal dans certaines formes de diarrhée, et ça c'était il y a 1000 ans. Puis pendant la guerre de 14-18, il y a certains médecins qui avaient remarqué également que dans ce qu'on appelait la diarrhée des tranchées, eh bien, il y avait certains soldats, qui soient allemands ou français, qui l'avaient, et d'autres qui ne l'avaient pas. Et il y avait eu des balbutiements d'essayer de voir si on ne pouvait pas transférer le microbiote de patients qui étaient sains par rapport aux patients qui avaient la diarrhée. Donc tout ça avait donné un support intellectuel pour passer à une phase plus scientifique qu'a développé dans l'équipe d'Hollande. Alors après, concernant le microbiote et la pathologie, puisque moi je suis clinicien, il y a toujours un problème qui n'est pas totalement résolu, c'est de savoir si la dysbiose, c'est-à-dire l'équilibre symbiotique habituel est rompu et c'est de la dysbiose, c'est la cause ou la conséquence de la maladie. C'est-à-dire que si vous prenez des populations qui ont la maladie X, vous regardez quel est leur microbiote, vous le comparez à la population générale et vous le trouvez différent. Et la question posée est donc de dire, est-ce que c'est la cause de la maladie ou est-ce que c'est la conséquence ? Si on prend par exemple une colite inflammatoire, on peut admettre que quelqu'un qui a une colite inflammatoire a finalement, à cause de sa maladie, et non pas, c'est pas la conséquence, c'est à cause de sa maladie, il mange différemment, il prend des antibiotiques, il a un mode de vie qui est particulier et ça se répercute sur son microbiote. Et à ce moment-là, est-ce que c'est la cause de la maladie, la dysbiose, ou est-ce que c'est la conséquence? Donc c'est toujours assez difficile de faire la part des choses, mais il y a un certain nombre de pathologies où effectivement c'est la cause ou une partie des causes, parce qu'en médecine c'est généralement une seule cause qui déclenche une maladie, mais c'est souvent un environnement, et il y a plusieurs causes qui interviennent, qu'elles soient le microbiote, la génétique, le système immunitaire et d'autres choses. Concernant la colite à Clostridium difficile, qui est la seule indication en France qui a l'AMM, puisque la transplantation microbiote fécal est considérée comme un médicament. Donc c'est un médicament avec des règles d'utilisation qui sont celles d'un médicament qui ont, comme vous le savez, des autorisations de mise sur le marché. Et en France et partout quasiment en Europe, hors de recherche clinique, la transplantation de microbiote fécal ne peut se faire que dans une infection un peu particulière, la colite à Clostridium difficile, où c'est probablement le traitement le plus efficace. Et on fait régulièrement ce type de transplantation de microbiote fécal chez des patients qui ont des infections récidivantes à Clostridium. Alors c'est assez simple. Sur le principe, c'est plus difficile, je dirais, d'obtenir des donneurs que de faire la transplantation elle-même, puisque pour être donneur, par définition, il faut être sain. Et qui peut garantir que quelqu'un est sain? Donc, il faut sélectionner, un petit peu comme les dons de sang, mais c'est, je dirais, beaucoup plus poussé qu'un don de sang, c'est-à-dire il y a un interrogatoire, il y a une prise de sang où on recherche tout un tas de maladies infectieuses, il y a une analyse de sel où on recherche également tout un tas de germes pathogènes, et également un contexte clinique où il faut finalement ne prendre aucun médicament, puisque Nathalie vous a dit tout à l'heure que les médicaments pouvaient modifier le microbiote. Donc il faut que ce soit des sujets sains qui ne prennent pas de médicaments, qui ne soient pas en surpoids, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une dysbiose chez les patients qui sont en surpoids, qui n'est pas, je dirais, de maladie auto-immune, bien sûr. Et donc finalement, il y a une difficulté à trouver des donneurs qui soient, je dirais, garantis comme étant a priori sains. Et à partir de là, on fait des recueils, on congèle les selles à moins 80, et quand on a un patient qui a une colite à Clostridium difficile, on décongèle, et soit par sonde nasogastrique, c'est-à-dire une petite sonde qui va dans le jéjunum, ou bien par coloscopie, on vaporise le microbiote du sujet sain dans le tube digestif du patient qui a cette colite à Clostridium. Et dans la majorité des cas, dans plus de 80% des cas, eh bien, on règle le problème infectieux sans récidive. Nous évoquions l'autre jour au téléphone la transplantation fécale comme soin courant. Vous dites que c'est considéré comme médicament. Et vous évoquiez d'autres choses qui n'étaient pour l'heure que des hypothèses de recherche, notamment dans la relation entre microbiote et certaines maladies neurologiques et l'autisme, par exemple. Qu'en est-il, en fait, de ces hypothèses de recherche, pour l'heure? Alors, il y a des choses qui sont parfaitement démontrées.
Par exemple, les maladies inflammatoires du tube digestif, que ce soit la RCH, la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn, il y a quand même des bases pour penser que la dysbiose et que la transplantation de microbiote fécal, il y a une étude récente dans le Lancet qui montre dans la rectocolite hémorragique un bénéfice de la transplantation de microbiote fécal. Dans le syndrome métabolique dont a parlé Nathalie tout à l'heure, le diabète et tout un tas de maladies de ce type, effectivement, là aussi, il y a des bases physiopathologiques chez l'animal, de transfert de phénotype, c'est-à-dire une souris obèse devient maigre si on manipule son microbiote et vice-versa. Donc là, on a des bases pour le penser. Pour tout ce qui est des maladies neurologiques, effectivement, on a vu tout à l'heure qu'il y a des cellules gliales, c'est-à-dire des neurones qui sont reliés au cortex et que donc il y a un dialogue permanent entre le tube digestif et le cortex. De là à dire qu'on peut traiter l'autisme, qui probablement est une maladie qui est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a des composants qui sont génétiques, probablement anatomiques, des neurotransmetteurs, le microbiote, le système immunitaire, et dire que le microbiote est la seule explication de l'autisme, je crois que ce n'est pas une réalité scientifique et qu'il y a des recherches qui sont faites et que c'est une piste parmi d'autres et probablement une piste d'appoint sur des traitements possibles mais qui ne sont pas démontrés à l'heure actuelle. Merci Laurent. Alric, nous reviendrons tout à l'heure avec les questions du public pour vous voir et vous questionner. Justement, nous allons voir avec Antoine Pellissolo, qui est professeur de psychiatrie à l'UPEC. L'UPEC, c'est l'université Paris-Est, Créteil-Val-de-Marne. Ce qu'il en est de ce moins-ventre et de ces liens entre l'esprit et les tripes, l'expression est de vous. Donc je le signale et je la trouve tout à fait joyeuse. Qu'en est-il donc de ce lien entre l'esprit et les tripes ? Oui, merci. Bonjour à toutes et tous, aussi bien à Paris qu'à Toulouse. Moi, je m'occupe de psychiatrie, donc notamment des troubles dont on a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire des troubles psychiques ou éventuellement des aspects neurologiques dans certains cas. Mais il y a aussi une composante, je trouve intéressante dans tout ça, qui est la composante psychologique, on peut dire, de la symbolique du système digestif au départ. Et de tous ces troubles dans les maladies psychiques. Mais maintenant, on a aussi des connaissances qu'on va développer peut-être un petit peu tout à l'heure, des liens vraiment, pour certaines maladies, entre des variables, on va dire, biologiques, vraiment du microbiote en l'occurrence, et des mécanismes de pathologie. Alors la symbolique, c'est juste, effectivement, moi, le terme qui m'est venu, c'est le terme de moi-ventre, évidemment, parce que vous connaissez peut-être le terme d'un psychanalyste en yeux il y a quelques années qui avait défini le moi-peau comme étant l'enveloppe corporelle représentant les limites de l'identité, enfin toute une réflexion notamment psychanalytique autour de ça. Et l'intestin en lui-même, alors on parle maintenant de deuxième cerveau, effectivement, moi je trouve que l'expression est un peu galvaudée aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une base intéressante derrière, mais c'est aussi, c'est non seulement un petit cerveau avec des neurones, de la sérotonine, un certain nombre de choses qui ressemblent au cerveau, mais c'est aussi une interface en fait avec l'extérieur. On l'a dit, c'est évidemment l'interface avec l'alimentation, mais c'est une barrière aussi qui cherche à filtrer un certain nombre de choses. Et pour l'espèce humaine, pour toutes les espèces vivantes, évidemment, le tube digestif est l'organe, on va dire, au départ, indispensable à la vie. Et dans le développement, on peut penser que finalement, le vrai deuxième cerveau, c'est le vrai cerveau auquel on pense, parce que c'est lui qui a permis ensuite de trouver de l'alimentation. Et au départ, on était une grosse bouche, et puis petit à petit, en se nourrissant bien, l'espèce humaine a pu construire une intelligence grâce à son tube digestif. Donc vraiment, la base de la vie, c'est quand même le tube digestif, et qui prend une place évidente dans l'esprit. Donc les tripes et esprit, bon, il y a un petit anagramme, et puis avec une représentation vraiment symbolique très forte. On l'a dit, on a mal au ventre quand on va pas bien, mais on a plein de soucis aussi quand on va pas bien. On a soit de la diarrhée, soit de la constipation. Nous, on a des patients, par exemple, qui sont obsédés par la constipation. Alors, je sais pas si je vais me lancer parce qu'il y a un mot que j'arrive jamais à dire, mais c'est apopatulophobie. Demandez à Mathias Chamaillard, il est très très fort pour prononcer des mots imprononçables. Vous l'essayez? Non, mais alors celui-là, les journalistes adorent, c'est juste pour vous dire, parce qu'à chaque fois on pose la question des phobies en question, c'est en gros, c'est plutôt une obsession, la peur d'être constipé, et il y a des personnes effectivement qui sont un petit peu obsédées par leur transit intestinal. Bon, c'est une façon de déplacer probablement certaines angoisses. Il y a des gens qui sont obsédés par les bruits du ventre,
Ça, c'est aussi une réalité de ne pas gêner les autres, de ne pas se faire remarquer autour de ça. Et puis, il y a des maladies un petit peu plus graves, par exemple dans les dépressions, dans lesquelles les gens ont l'impression de ne plus avoir d'organes. C'est des idées parfois quasiment délirantes, d'une hypocondrie particulière dans les dépressions graves. On appelle ça le syndrome de Cotard, dans lequel vraiment il y a l'idée d'un pourrissement, d'une disparition des organes. Donc, vous voyez, ça va un petit peu loin. Mais dans le langage courant, c'est toujours cette idée d'organe principal. Et encore une fois, c'est quasiment un organe sensoriel. Enfin, on a dit, c'est un organe à part entière, le microbiote, mais l'intestin, c'est aussi une interface, et c'est comme ça qu'on rentre en contact avec l'environnement, le monde, et pour le meilleur et pour le pire. Bon, pour le meilleur, c'est l'alimentation, mais il y a aussi des défauts de filtration, on va dire, et ce qu'on a évoqué dans les maladies, notamment infectieuses et inflammatoires et métaboliques, ont des répercussions sur le cerveau. Donc c'est en ça qu'on peut faire le lien avec les troubles psychiques. C'est que tout ce qui va être généré par une mauvaise barrière intestinale, par des réactions infectieuses ou inflammatoires, ou par des sécrétions particulières du microbiote ou de l'intestin, va agir sur le cerveau, puisque théoriquement, il y a une deuxième barrière qui protège le cerveau, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, et qui souvent est aussi perturbée dans les situations d'inflammation. Et donc, il va y avoir une toxicité, en fait, d'un certain nombre de facteurs, essentiellement immunitaires et infectieux, et auto-immunitaires notamment, sur les neurones, et notamment sur les neurones qui gèrent ce qu'on appelle les émotions, enfin le cerveau émotionnel, qui est très sensible à des facteurs divers, mais notamment immunitaires et inflammatoires. Et la sérotonine, notamment, qui est produite par le système, normalement par le système nerveux, est aussi produite au niveau du système digestif. Et on commence à comprendre qu'il y a un lien comme ça au travers de dysfonctionnements digestifs sur le système émotionnel, ce qui explique éventuellement, parce que c'est effectivement pour l'instant beaucoup d'hypothèses un peu spéculatives, mais des liens entre des dysfonctionnements digestifs et les troubles anxieux et dépressifs. On a parlé du stress, mais ça englobe tout ça. Et il y a une pathologie assez emblématique de ça, dont on a déjà un petit peu parlé aussi, qui est le syndrome d'intestin irritable. C'est un terme qui a aussi une connotation un peu symbolique, personnalisée, l'irritabilité de l'intestin, ou la colite spasmodique, enfin il y a plusieurs types de termes, dans lesquels il y a clairement à la fois des signes digestifs, la douleur, les troubles du transit, et des signes anxieux, dépressifs, enfin une association avec des dimensions anxieuses et dépressives. Et nous, on savait depuis longtemps que ça se soignait plutôt bien avec des antidépresseurs, enfin dans un certain nombre de cas, et sans avoir forcément au départ l'hypothèse explicative. Mais c'est probablement ces rapports-là qui font qu'on peut traiter, en passant par le psychisme, alors surtout par la psychothérapie notamment, la relaxation, et éventuellement des médicaments, un certain nombre de dysfonctionnements mixtes, biologiques, enfin physiques et psychiques. Alors justement, avoir mis en lumière ces liens entre notre intestin irritable et l'irritabilité de nos affects et de notre cerveau, est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait se passer à moyen terme d'antidépresseurs et agir directement sur le microbiote, et qu'en soignant, en fait, en réparant le microbiote, on pourrait réparer l'âme? Alors allons-y. Pourquoi pas? Simplement, on est vraiment à un stade, encore une fois, assez hypothétique. Et vous l'aviez dit, enfin, les collègues l'ont dit tout à l'heure. Là, à ce stade-là, le lien de cause à effet est aussi discutable parce que ça peut agir dans les deux sens. Et donc, c'est pas forcément la cause de la dépression, par exemple. Ça peut être un facteur associé, une conséquence, une cause partielle, etc. Et effectivement, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur la composante, on va dire, environnement et biologique des dépressions comme d'autres troubles psychiques. Et on essaie de passer par des relais un tout petit peu naturels de la nature, donc, et notamment l'alimentation, pour plutôt se protéger contre la dépression, non pas la soigner une fois qu'elle est installée, mais pour éviter qu'elle survienne. Et ces facteurs-là semblent jouer un rôle. Alors, on a des hypothèses peut-être un peu plus précises maintenant avec des modèles chez l'animal, par exemple, ou des modèles chez des rongeurs, par exemple, qui sont privés, par exemple, des microbiotes à la naissance ou qui sont perturbés au niveau de leur microbiote, vont développer des états qui ressemblent à des dépressions, hein, puisqu'évidemment, la dépression chez la souris, c'est pas la même chose que chez l'homme, mais on a comme ça l'idée qu'il peut y avoir quand même un certain lien de cause à effet, donc il pourrait être corrigé par l'alimentation, par des apports spécifiques, notamment qui agissent sur le microbiote, des probiotiques ou des prébiotiques, et puis
puis sur des antibiotiques éventuellement. C'est vraiment des travaux qui sont là relativement sérieux, qui se développent, parce qu'on a des éléments, et notamment aussi, je ne l'ai pas dit, mais quand on compare le microbiote de personnes déprimées et de personnes non déprimées, il y a des différences. Bon, c'est là qu'on pose la question de dans quel sens ça va, mais on peut aller vers ça. Ça suffira sûrement pas à tout régler, évidemment, parce que c'est sûrement un facteur parmi d'autres, mais on a de plus en plus d'intérêt à ces domaines je dirais, de l'environnement, notamment des bases de l'alimentation qui sont forcément très importantes dans l'hygiène générale et notamment cérébrale et émotionnelle. Vous évoquez des différences entre le microbiote d'une personne déprimée et le microbiote d'une personne qui ne souffre pas de dépression. Vous pouvez m'en dire plus ? C'est des différences qualitatives. Alors peut-être mes collègues seraient mieux placés. C'est pas les mêmes. C'est des questions de répartition, de fréquence de certaines espèces de microbes qui sont plus fréquentes quand on compare un groupe par rapport à l'autre. Donc c'est pas au point de dire c'est tel type de germe ou tel type de déficit. C'est ce qu'on appelle vraiment la dysbiose avec des anomalies. Pour l'instant, on peut dire que ça. Et si ce n'est qu'il y a quelques essais. Il y en a un qui vient de sortir. J'ai vu dans une revue scientifique très récente qui montre que l'apport de probiotiques vraiment de telle ou telle espèce, je ne vais pas vous donner le détail, semble avoir un effet bénéfique sur la dépression. Alors là, ça a été fait chez des gens qui ont un syndrome d'intestin irritable, donc c'est quand même des gens un peu prédisposés, mais pour lesquels on améliore leur humeur, leur état dépressif, grâce à l'apport de probiotiques, c'est-à-dire de germes du microbiote. Et comme disait Laurent Alric tout à l'heure, peut-être que cette dysbiose que vous évoquez, on ne sait pas exactement encore si c'est la cause ou la conséquence de l'état dépressif. Oui, alors c'est sûrement les deux. Enfin, ça peut être les deux, mais il y a quand même l'hypothèse, je vous disais, les résultats encore très parcellaires d'une situation là qui pourrait être un peu plus explicative, c'est de dire on provoque un changement, par exemple chez des souris, encore une fois, on peut difficilement le faire chez l'homme. Par exemple, on supprime le microbiote et on voit ce qui se passe au niveau de comportement qui ressemble à un comportement dépressif. C'était fait aussi dans l'anxiété, un peu dans l'autisme aussi, on l'a dit, avec des comportements qui sont modifiés. Donc là, on peut se dire, il y a quand même, en tout cas dans le temps, c'est le premier facteur. Et le reste survient ensuite, donc on peut penser que c'est la cause, en tout cas une des causes. Et dans ce cas-là, si on modifie, et ça a été fait par exemple avec des antibiotiques ou avec des apports de microbiote et aussi avec des greffes, je pense qu'il y a une ou deux recherches qui ont montré qu'en changeant, grâce à des transplantations, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de microbiote sur l'animal, on peut rendre un animal déprimé comme ça et le corriger quand on change son profil, parce qu'il y a aussi des profils génétiques derrière, il y a beaucoup d'outils qui semblent plutôt pertinents. Vraiment, on reste prudent parce qu'on n'est pas jusqu'à un niveau de preuve suffisant, mais c'est des pistes qui semblent intéressantes. Merci Antoine Pellissolo. Voici, c'est à vous. Nous allons passer maintenant aux questions du public. Je suis sûre que vous en avez un nombre incalculable, presque autant que d'espèces de bactéries dans notre microbiote. Nous allons peut-être commencer par une question à Toulouse. À Toulouse, on court. On a une question effectivement à Toulouse. Bonsoir, c'est une question pour Laurent Alric. Je voudrais savoir si la transplantation fécale peut être utilisée dans le cas de la maladie de Crohn. Alors, c'est une excellente question, c'est-à-dire qu'il y a des essais thérapeutiques effectivement dans la maladie de Crohn. Il y a un essai thérapeutique qui vient de sortir dans une maladie qui est voisine de la maladie de Crohn, qui est la rectocolite hémorragique, en montrant sur une étude bien faite, dans un bon journal, dans un très grand journal. Donc je disais que concernant les colites inflammatoires, effectivement c'est une piste thérapeutique très intéressante, puisqu'il y a une étude qui vient de paraître dans un très grand journal médical qui s'appelle Lancet, qui est très bien faite et qui montre que il y a une efficacité dans la rectocolite hémorragique. Il y a des études préliminaires dans la maladie de Crohn où on obtient des mêmes résultats, en sachant que je pense, notamment dans les maladies inflammatoires du tube digestif, qu'il y a plusieurs phases de la maladie. C'est-à-dire que vous avez une maladie qui débute, puis une maladie qui est installée, et puis une maladie qui est à un stade très évolué et très ancienne, où il y a des remodelages du tube digestif. Il est probable que la transplantation de microbiote fécal ne sera pas efficace aux différents stades de la maladie, que très vraisemblablement, c'est dans les formes précoces de la maladie où la transplantation de microbiote fécal sera probablement la plus efficace. Une question à Paris. Oui.
Bonsoir, merci pour vos présentations. Moi j'ai une question concernant les mécanismes en jeu entre le système digestif et le cerveau. Est-ce que ça passe par le sang? Est-ce que c'est nerveux, par les systèmes nerveux? Et est-ce que c'est le même quand il s'agit des problèmes nerveux ou métaboliques ou immunitaires? Antoine Pabissolo. Alors, on l'a dit un peu tout à l'heure, il y a beaucoup de voies de communication. Les principales et celles qui semblent jouer un rôle dans les perturbations, c'est un peu nerveux, c'est le fameux nerf vague dont on a parlé tout à l'heure, et dans lequel on a découvert, il y a en fait pas très longtemps, enfin même si ça se savait un peu, que c'est pas unidirectionnel, c'est pas le cerveau qui pilote le tube digestif, ça existe, c'est pour réguler la digestion et la motricité du système digestif, mais il y a plus en fait de communication vers le haut que vers le bas. Et donc, c'est là que je disais tout à l'heure, c'est un système quasiment sensoriel. Il y a des éléments d'information qui montent par voie nerveuse. Mais l'essentiel, c'est probablement plutôt par le sang, comme vous disiez, au travers de tout ce qui est substances qui circulent dans le sang, c'est-à-dire les hormones, éventuellement des germes, et puis tout ce qui est anticorps, substances, ce qu'on appelle les interleukines, enfin des substances du système immunitaire qui sont soit produites, soit libérées dans le sang et qui montent au cerveau et qui vont perturber l'activité cérébrale par différents moyens, ou qui vont déclencher des réactions un peu en chaîne, parce qu'on a des modèles, par exemple, dans beaucoup de maladies psychiatriques maintenant, dans lesquelles en fait il y a des facteurs génétiques infectieux qui sont déclenchés par une inflammation ou par d'autres germes, enfin des réactions en chaîne comme ça assez compliquées, mais qui passent par le sang dans ce cas-là. Et puis le dernier point dont je vous ai parlé, c'est la sérotonine, par exemple. On peut penser qu'il y a un effet, alors on ne sait pas exactement lequel, parce que c'est la sérotonine qui circule dans le sang n'est pas forcément très active au niveau cérébral, mais elle va quand même, dans un certain nombre de cas, agir sur le cerveau. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres neurotransmetteurs. Je crois qu'il y a des bactéries qui produisent du GABA, qui est un autre produit important dans le cerveau, la dopamine aussi. Enfin, c'est sûrement un ensemble de phénomènes qu'on ne maîtrise pas encore, pour tout vous dire précisément, mais qui participent à ces interactions. Mais vraiment, ces interactions sont riches et dans les deux sens. C'est ça un petit peu vraiment l'élément nouveau. À Toulouse, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Simplement, enfin, bon, évidemment, la réponse était parfaite. Simplement rajouter qu'aujourd'hui, dans les approches de recherche, de plus en plus, on voit des travaux qui s'intéressent aux métabolites qui sont libérés par le microbiote et au passage de ces métabolites à travers la barrière intestinale et à leur passage donc dans le sang de l'hôte. Et ces métabolites, ils sont divers. On regarde beaucoup à l'heure actuelle les lipides, notamment les lipides bactériens. On regarde les neurotransmetteurs, ça a été évoqué, le fait que des bactéries puissent libérer des molécules telles que le GABA, y compris même d'ailleurs la sérotonine. C'est vraiment des choses qui sont surprenantes et aujourd'hui sur lesquelles de nombreux laboratoires se focalisent. L'étude donc de ces métabolites directement produits par le microbiote. Oui, Antoine Pabissolo. Dernier point important, je pense que pour la psychiatrie, on parlait de l'autisme et surtout pour la neurologie, c'est visiblement aussi des facteurs ce qu'on appelle des facteurs de croissance du cerveau. Donc dans le développement du cerveau, et ça c'est très précoce dans la vie évidemment, il peut y avoir une influence sur de modifications de substances qui vont agir sur la croissance du cerveau. Donc c'est là qu'on peut avoir des hypothèses sur des maladies vraiment qu'on appelle développementales ou neurodéveloppementales comme l'autisme qui pourraient être perturbées. Et les études qui ont été faites chez l'animal montrent qu'une fois que le microbiote a été perturbé dans les premiers jours, les premières semaines de vie, ça va beaucoup plus vite évidemment chez les petits mammifères, il y a un stade au cours duquel on ne peut plus ensuite revenir en arrière. Donc, ce qui montrerait que certaines maladies développementales, effectivement, ça correspond avec le fait qu'elles apparaissent très tôt dans la vie et puis qu'une fois qu'elles sont en place, malheureusement, on a du mal à revenir en arrière. Une question à Toulouse. Oui. Bonsoir, j'ai une petite question vis-à-vis de mode alimentaire et comment il peut influer sur la flore intestinale d'un point de vue d'un individu et plus large d'une population suivant les modes alimentaires qu'on a à différents points du globe. Voilà. Est-ce qu'on a fait des études ou est-ce qu'on s'intéresse si on
régime, par exemple, méditerranéen ou, voilà. Tout à fait, c'est-à-dire que les substrats des bactéries sont différents en fonction du type de bactérie. Donc si vous avez un substrat qui est plus favorable à une population qu'à une autre, elle va se développer et devenir majoritaire. Et effectivement, le régime méditerranéen étant le plus équilibré et étant associé avec la meilleure espérance de vie, on a tendance à penser qu'effectivement, c'est celui qui est à privilégier. Ensuite, vous avez tout ce qui est aliments riches en coques, noix, etc., qui, là aussi, est favorable parce qu'il semble permettre de sélectionner certains types de bactéries qui auraient, je dirais, une symbiose plus importante avec l'organisme. Donc, effectivement, il y a des relations entre régime alimentaire et plutôt, je dirais, régime alimentaire déséquilibré et pathologie, ça se voit dans le syndrome métabolique et l'abus de graisse et de viande animale, qui entraînent un certain nombre de dysbioses qui, elles-mêmes, sont à l'origine du diabète et d'un certain nombre de pathologies. Et est-ce qu'un changement de régime alimentaire conséquent peut entraîner des maladies cérébrales? Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'un changement radical de régime alimentaire va en très peu de temps changer la composition du microbiote. Ça, il y a des études qui ont regardé ce genre de choses. On peut modifier rapidement son microbiote. Ceci dit, il y a souvent chez les individus un retour à l'état de base après un certain nombre de jours de ce qu'était le microbiote. Ceci dit, le microbiote évolue aussi au cours de la vie, hein, ça a été évoqué. Selon l'âge, on n'a pas non plus exactement le même microbiote. Mais est-ce que un régime peut avoir une influence directe et rapide sur un état psychologique? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment y répondre. Il y a une nouvelle question à Toulouse. Elle a été posée juste avant. Non, mais c'était justement la même question qui a été posée avant. Voilà, l'influence de l'alimentation sur l'écosystème qui est le microbiote. Voilà, mais ça a été répondu. Merci. Il y en a une autre. Merci. Une question pour rebondir justement sur cette question de l'influence de l'alimentation sur le microbiote. Question qui nous a été envoyée par courriel. Dans le cas du traitement de des ulcères d'estomac, est-ce qu'il est intéressant de prendre des probiotiques, ou se contenter de manger ces yaourts dont on fait la publicité suffit-il? On m'a aussi questionné au sujet des compléments de levure de bière, par exemple. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? À Lyon, à Toulouse, pardon. Concernant l'Helicobacter pylori et l'ulcère de l'estomac, il est clairement démontré que l'éradication de l'Helicobacter pylori par un traitement qui comprend des antibiotiques et du bismuth va permettre d'empêcher la récidive dans 90% des cas de l'ulcère gastro-duodénal. Ça, c'est une certitude qui a d'ailleurs valu le prix Nobel à un de nos collègues australiens qui avait fait une démonstration à la Claude Bernard de la relation entre Helicobacter pylori et ulcère. Concernant les probiotiques, je crois qu'effectivement, il faut quand même être méfiant parce qu'il ne faut pas que ça devienne un commerce, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'organismes qui vous vendent de fort cher, y compris de l'étranger, un certain nombre de substances dites probiotiques concentrées et pour lesquelles le niveau de preuve est assez faible. Donc moi, je resterai prudent. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, une alimentation équilibrée est peut-être une solution préférable. Alors, évidemment, si on arrive, on parlait tout à l'heure de la transplantation de microbiote fécal, à identifier clairement quelles sont les bactéries qui sont intéressantes, il sera également probablement utile de les sélectionner, de les cultiver et d'avoir quelque chose d'assez spécifique qui peut varier d'ailleurs d'une pathologie à l'autre, puisqu'il est vraisemblable que ce ne soient pas les mêmes bactéries qui soient favorables ou défavorables en fonction des différentes pathologies. Merci à Toulouse. Une question dans le public à Paris? Oui, madame. Ici. Merci. Moi, j'ai une question très pragmatique. Comment sait-on qu'on a un macrobiote sain? Un microbiote sain? Une flore intestinale. Mathias Chamaillard, je vous vois sourire. Oui, ce n'est pas forcément une question facile à répondre. On peut, dans le cas
de pathologies comme l'ulcère de l'estomac avec Helicobacter pylori vous dire si vous avez un risque de développer le cancer de l'estomac. Mais à l'inverse, de définir un microbiote sain, ça reste à ce stade, on n'a pas de réponse en fait. Hein. Donc par contre, de la même façon comme il faut avoir des prudences par rapport à l'usage de certains probiotiques et autres, ça c'est clair qu'on ne va pas proposer pour l'instant une thérapie miracle avec une certitude d'utiliser ce probiotique pour guérir une maladie. Il n'y a aucune allégation santé à l'utilisation de probiotiques pour guérir une maladie à l'heure actuelle. Laurent Alric, à Toulouse, vous parliez tout à l'heure de ces examens préliminaires avant la transplantation, avant la transplantation de microbiote, des examens, des prises de sang, etc., pour justement arriver à jauger le côté sain du microbiote du donneur. Est-ce que vous pouvez les rappeler ? C'est assez basique, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'assurer que le patient qui va donner son microbiote n'est pas infecté par le virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, du VIH et tout un tas de germes infectieux divers et variés, et qu'il n'est pas porteur d'un parasite dans ses selles. Mais je rebondirai sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que qu'est-ce que c'est que le microbiote sain ? On ne le sait pas parce que même lorsqu'on fait de la transplantation de microbiote fécal, on utilise donc des microbiotes sains, mais on s'aperçoit que le résultat, en fonction du donneur, va être différent. C'est-à-dire que, notamment pour les colites inflammatoires, on s'aperçoit que certains donneurs sont beaucoup plus efficaces sur le bénéfice qu'en tirent les patients, les malades, que d'autres. C'est-à-dire qu'on voit dans les études que le patient qui a été transplanté avec M. X a eu un meilleur résultat que celui qui a été transplanté avec M. Y. Et quand on regarde tous les patients qui ont été transplantés avec un don de M. X, on s'aperçoit que finalement M. X avait donné des meilleurs résultats qu'un autre donneur. Donc il y a probablement différents types de donneurs et il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les identifier de manière parfaite. Merci. Une question qui préoccupe beaucoup de nos internautes et que je trouve intéressante également. Thomas Pesquet aura-t-il une flore intestinale changée quand il reviendra sur Terre ? Qui nous... Ce qu'il a mangé, probablement que oui, parce qu'il n'a pas dû manger ce qu'il mangeait habituellement. C'est seulement une question d'alimentation alors ? Pas d'autre chose ? À Paris ? D'accord. Bon, c'est une question qui va rester un peu vague dans l'espace, en fait, c'est ça ? Et puis, quand il reviendra, à la rigueur, on pourra la lui poser. Donc, rien sur le microbiote de nos astronautes, pour l'heure. Pas de recherche. Très bien. Je pense que c'est un sujet qui va être étudié. Enfin, d'accord. Évident, hein. C'est évident, mais c'est nouveau, donc c'est difficile de présumer les résultats. Alors, un micro pour madame ? En général, c'est les astronautes, quand ils reviennent de l'espace, ils sont mis en quarantaine et soumis à une batterie de tas de choses pour vérifier. Mais à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont modifiées. Ah, merci. Une question à Paris. Je vous remercie. Moi, ce serait une question plutôt égoïste parce que, bon, c'est comme ça. J'apprécie de plus en plus le jeûne, l'acte de jeûner, et j'aurais aimé savoir qu'est-ce que ça fait de jeûner par rapport au microbiote. Quel effet a le jeûne sur le microbiote ? Une réponse à Toulouse. Le jeûne... Je n'ai pas de réponse précise à donner, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une résilience. C'est-à-dire que tout acte ponctuel va modifier le microbiote, mais en général, lorsque on revient dans un cours à peu près normal de sa vie antérieure, on retrouve son microbiote. Et le plus simple, c'est par exemple, vous prenez un traitement antibiotique, ça va modifier votre flore pendant quelques temps, et quelques semaines après, si on le compare à ce que vous aviez avant la prise d'antibiotiques, très souvent, vous allez avoir une flore qui est superposable. Donc il y a une résilience en principe. Une question vous aviez... Pardon, Mathias Chemaillard, je vous en prie. Éventuellement, pour compléter, c'est un autre exemple, c'est l'effet yo-yo. Maintenant, il y a des études assez claires qui montrent que cet effet yo-yo est
s'explique par des variations au niveau de la composition de la flore intestinale et prédispose au rebond, à la reprise de poids. Et là, ils identifient, en fait, on parlait, Nathalie, tout à l'heure de métabolites, des métabolites qui se mettent en défaut, c'est-à-dire qu'il y a des espèces bactériennes qui n'arrivent pas à persister dans les phases où il y a une hyperconsommation calorique, et donc derrière ne peuvent pas sécréter des métabolites. Et il y a un appauvrissement de ces métabolites qui prédispose derrière à ce rebond, même si on a cette période de jeûne, et après on a cet effet yo-yo où en fait on va devoir être amené à reprendre du poids suite à un régime alimentaire qui revient. Donc il y a cet effet de mémoire qui commence à se caractériser. C'est vraiment préliminaire, mais c'est vraiment fascinant de voir qu'on peut commencer à identifier des métabolites, des facteurs, des principes actifs de ces bactéries qui vont permettre de prédire un rebond, par exemple, de prise de poids. Merci. Une question à Toulouse ? On m'entend pas. Est-ce que Oui, avec votre question. micro, vous pouvez dire qu'il y a des questions à Toulouse? C'est bon, je pense que c'est la question. Donc, je passe le micro à un monsieur à Toulouse. Merci. On a évoqué l'effet de l'alimentation sur le microbiote et je voulais savoir si on observe des corrélations qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire que si par exemple le microbiote est affaibli par une maladie, est-ce qu'on va observer un appauvrissement de l'alimentation, enfin par des changements dans les envies alimentaires ou dans le comportement alimentaire? Paris, vous nous entendez? Oui, Paris. Il y a vraiment quelques études extrêmement préliminaires aujourd'hui faites chez l'animal, mais vraiment c'est récent et pas parfaitement encadré, qui regardent selon la composition du microbiote, les préférences alimentaires que vont avoir les animaux pour certains aliments gras, moins gras, etc. Ce qui tendrait à suggérer qu'un certain type de microbiote va pousser l'individu en fait, à vouloir consommer des choses qui lui sont nécessaires au microbiote. Donc, ça suggère effectivement, c'est un début de suggestion qu'il pourrait y avoir un lien entre la composition du microbiote et finalement le comportement alimentaire, mais on est vraiment, vraiment très très loin d'avoir des choses bien établies. Une question à Paris. Monsieur. Beaucoup de questions à Paris, mais on... Et la sous-alimentation? Question en duo. Je vous en prie, monsieur, nous prendrons tout à l'heure la question à gauche. Oui, une question. Est-ce qu'on a pu comparer le microbiote des gens qui ont une alimentation ancestrale, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne mangent pas de choses extrêmement transformées comme dans nos sociétés à nous? Est-ce qu'on peut voir des modifications dans le temps significatives du fait de la quantité de conservateurs, de produits chimiques divers et variés qu'on ingurgite actuellement? Non, la réponse est oui. Quel que soit en fait l'endroit où on va se trouver sur notre planète et donc notre régime alimentaire, on aura une signature de notre flore intestinale. Il faut bien voir les bactéries comme ils n'ont pas de cerveau par contre. Donc là, ils vont pousser où là il y aura les substrats, les nutriments qu'ils ont besoin. Donc après, ça donne un avantage à certaines d'entre elles et un désavantage à d'autres. Donc à la fois la sous-nutrition comme la surnutrition ou une autre type un même régime calorique, un autre type de régime alimentaire, riche en fibres ou pas, va affecter profondément la composition de notre flore intestinale. À Toulouse ? C'est là où ça rend difficile de répondre à est-ce qu'il y a un microbiote sain ou pas. Il peut très bien avoir un microbiote sain qui est adapté à son régime alimentaire et qui n'est pas, pour le coup, associé à un risque de pathologie. À Toulouse, vous avez quelque chose à rajouter ? Juste pour essayer je crois qu'on ne peut pas répondre directement à la question de comparaison du microbiote d'alimentation ancestrale versus alimentation actuelle. Moi, je ne connais pas d'études qui ont regardé spécifiquement ça. Par contre, il y a aujourd'hui de nombreuses études qui s'intéressent aux effets des additifs alimentaires, aux effets des polluants sur la composition du microbiote. Et là, très clairement, des expositions à ces additifs alimentaires, à ces polluants,
modifient réellement de façon importante la composition du microbiote. Et un élément intéressant, c'est que ces modifications sont encore plus importantes quand ces expositions se font au début de la vie. Donc chez les bébés, chez les jeunes enfants, ce genre d'exposition semble provoquer des changements du microbiote encore plus importants. Je crois avoir vu passer une étude préliminaire qui montrait que quand vous prenez des populations qui ont été transférées, c'est-à-dire je crois que c'était des Éthiopiens chez qui on avait étudié le microbiote et ensuite ils s'étaient installés, je crois, au Canada, et on avait regardé quelle était l'évolution de leur microbiote puisqu'ils avaient changé leur régime alimentaire et on voyait des changements de leur régime alimentaire alors qu'ils étaient des adultes et à paramètres constants, il y avait une probabilité pour qu'ils changent leur microbiote qui était assez faible, sauf si les facteurs d'environnement venaient le modifier et il semblait que c'était le cas. Une question à Toulouse. Oui, c'était au sujet de la constitution du microbiote chez le nourrisson. Est-ce que c'est depuis la naissance et en fonction du microbiote de sa mère qui se constitue ? Ou est-ce que c'est déjà en cours de grossesse et quelles sont les conséquences dans son développement? Justement aussi par rapport à l'obésité d'une maman, est-ce que ça a des conséquences sur la transmission d'une possibilité d'obésité chez les enfants qui serait liée plus à ça qu'à un défaut d'éducation? Il y a des études qui se sont intéressées effectivement au passage du microbiote de la mère à l'enfant. Ce qui a été beaucoup regardé, c'est les différences justement entre les modes d'accouchement par césarienne versus accouchement naturel. Et là, on voit que la composition du microbiote est encore une fois très différente, avec lors des accouchements par voie naturelle, un microbiote chez l'enfant qui est beaucoup plus comparable et beaucoup plus proche de celui de la mère par rapport à des enfants nés après césarienne qui ont un microbiote finalement plus éloigné de celui de leur mère. Sur la question de l'obésité, je ne sais pas si tu as des éléments. C'est essentiellement des études sur les modalités d'accouchement, comme vient de le dire Nathalie. Il y a aussi des études qui ont sur le mode d'allaitement, allaitement maternel versus allaitement artificiel, et sur le mode de conservation des aliments, notamment la chaîne du froid, qui effectivement est actuellement tout à fait rentrée dans les mœurs, alors qu'elle ne l'était pas il y a quelques dizaines d'années. Donc tout ça, effectivement, concourt à modifier dès le plus jeune âge le type de microbiote, et ça a été notamment étudié pour tout ce qui est allergie, asthme, dermatose allergique. Et donc il y a probablement effectivement des choses qui interviennent là-dedans. Une question ici à Paris. Vous m'entendez? Oui. Ma question, c'est une question sur les freins de la recherche menée entre le lien entre le microbiote et l'alimentation sur les troubles de l'humeur. Est-ce qu'il est dans l'intérêt des firmes psychopharmaceutiques, qui sont parmi celles qui génèrent le plus d'argent, que vous trouviez une corrélation entre ingérer tel aliment et la modification de l'humeur? Je prends l'exemple, par exemple, des troubles bipolaires. Il y a des publications sur le lien entre les oméga-3 et la régulation des troubles de l'humeur dans les troubles bipolaires. Mais il n'y a pas beaucoup de publications qui traitent du sujet. Est-ce que le frein ne viendrait pas des firmes qui produisent des médicaments? Parce que du coup, si on apprend qu'en mangeant de l'huile de lin, par exemple, qui contient beaucoup d'oméga-3, on n'a plus besoin de prendre de médicaments, c'est pas dans leur intérêt. Antoine Bellissolo. Alors bon, je fais une question qui dépasse un peu, mais une question politique aussi. Oui, on peut imaginer plein de choses, et c'est pas toujours effectivement complètement loin de la réalité. Mais là, je vois pas tout à fait ça, dans le sens où, d'une part, aujourd'hui, malheureusement, l'industrie pharmaceutique développe quasiment plus rien en psychiatrie. En gros, il n'y a plus de molécules vraiment innovantes parce que c'est trop compliqué. Vraiment, il y a plutôt une panne à ce niveau-là. Et de là à ce qu'on dise qu'il ferait du frein comme ça actif, c'est-à-dire vraiment offensif auprès d'autres, je vois difficilement comment. Enfin, bon, on ne peut pas être
trop naïf non plus, mais je ne vois pas ça. Par contre, qu'il n'y ait pas un fort investissement, c'est plutôt dans ce sens-là, sur effectivement des développements de choses qui ne risquent de pas rapporter beaucoup. Effectivement, l'étude dont je vous parlais tout à l'heure avec le probiotique en question, c'est du bifo, des bifidobacterium qui viennent du lait. Hein. Donc c'est effectivement, c'est difficile ensuite à breveter et avoir des développements riches derrière. Donc c'est plutôt ça qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de recherche parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement probablement. Enfin en tout cas c'est plus compliqué. C'est pas le même modèle que la découverte d'une nouvelle molécule en industrie pharmaceutique. Et donc c'est plutôt d'autres voies de financement qu'il faut imaginer. Mais de là penser qu'il y a vraiment un obstacle actif, bon j'en sais rien en tout cas. Mais les dimensions géo-économico-politiques jouent un rôle, hein, c'est sûr, il ne faut pas être naïf, mais là, vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Il n'y a pas assez peut-être d'intérêt pour certains à développer des choses qui sont effectivement des aspects naturels, alors, alimentaires. Quoique, il y a des films qui ont développé qui vendent des oméga 3, hein, et ça a été conçu à un moment donné comme un marché important. Après, les résultats ne sont pas toujours aussi ce qu'on en attend. Donc. À Toulouse, est-ce que vous avez un complément? Oui, on a des questions. Je disais donc, effectivement, ça peut ne pas intéresser l'industrie pharmaceutique, mais il y a un autre pôle qui est quand même très demandeur de ce genre de choses, c'est l'industrie agroalimentaire, comme des grandes firmes comme Nestlé, etc., qui ont un intérêt évident et qui d'ailleurs développent un certain nombre d'aliments qui sont enrichis à vitamine D, enrichis en oméga 3, etc., et qui, effectivement, développent une certaine recherche sur ce qu'ils appellent les alicaments. Une question à Toulouse, donc. Oui. Bonsoir. J'aimerais savoir si des changements de comportement ont été observés chez des patients transplantés. Dans quel cas faudrait vraiment surveiller la balance bénéfice-risque si on voit des petites choses apparaître? Alors, effectivement, c'est une vraie question qui n'est pas résolue parce que, effectivement, nous, pour nos patients, on n'a pas vu de choses particulières, mais je sais que, par exemple, aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a acquis un phénotype d'obésité après une transplantation de microbiote fécal. Alors, le problème, c'est le donneur. Le donneur, on garde un aliquot du donneur, du don de sel, parce que ce qui est vrai aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes donneur aujourd'hui, vous êtes en pleine santé, mais dans 10 ans, vous développez un cancer du côlon. Est-ce que le patient qui a reçu votre microbiote, si on arrive un jour à prouver qu'il y a des microbiotes qui sont inducteurs de cancer du côlon, est-ce que vous allez induire un cancer du côlon chez le receveur qui a eu votre microbiote? Donc, tout est une question de devenir, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais déterminer ce que va devenir un donneur qui, au jour J, était sain, mais qui, 10 ans après, va développer une maladie X dont on va s'apercevoir que le microbiote a pu avoir une influence. Antoine Pellissolo, est-ce qu'on a observé des changements de comportement sur le plan psychique plutôt à la suite d'une transplantation fécale? Alors vraiment là c'est Joker parce que je ne veux pas dire de bêtises et je crois qu'effectivement c'est forcément une étude, enfin c'est une observation d'expérience réelle qui je pense n'a pas été vraiment étudiée en profondeur, même si c'est tout à fait intéressant, c'est une piste je pense de recherche essentielle de coupler l'étude des résultats des greffes fécales à une étude comportementale, puisque je vous ai dit qu'effectivement il y avait des liens entre le microbiote et le comportement. Donc ça paraît tout à fait une question logique, mais à ma connaissance, on n'a pas aujourd'hui encore de données là-dessus. Question à Paris. Oui, je voudrais parler du cas particulier des chimiothérapies dans lesquelles on protège le microbiote avec des médicaments naturels. Ça existe. Et tout ça, comme la médecine naturelle est l'accusé principal, les gens ne sont pas protégés parce que les entérocytes sont détruits et les cochonneries passent directement dans le sang, puisque les échanges entre l'intestin grêle et le sang se passent, parce qu'il y a 2 intestins, il y a le grêle et le côlon. Vous le savez, ça, Mathias Chamaya, 2 intestins, grêle et côlon, vous êtes au courant? Donc, si vous pouvez répondre aux inquiétudes de monsieur. Résumer la question, peut-être. Quelle était votre question, monsieur?
Alors, il y a une méthode, il y a des méthodes naturelles. Il y a un produit qui permet d'éviter ça, un produit officiel, s'appelle le Neulasta, qui coûte une fortune et que les services n'appliquent pas tout le temps. Parce qu'en cancérologie, ça se passe comme ça. Moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes. Moi, j'ai un budget que je ne peux pas dépasser. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de malades qui sont sacrifiés, mais ils ne le savent pas. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu d'études montrant un effet bénéfique sur l'efficacité de la chimiothérapie. Donc, via la flore intestinale. Donc après, on n'est pas dans ce cas de figure. Là, nos études cherchent finalement à supplémenter les patients qui ne répondraient pas à la chimiothérapie par les principes actifs des bactéries qui, ont été démontrés comme importants pour rendre la personne répondeuse à la chimiothérapie. Une question encore à Paris, s'il vous plaît. Monsieur. Oui, merci. Il a été dit que l'apport de certains probiotiques peut corriger des troubles psychobiologiques. Mais ces probiotiques ne peuvent pas coloniser l'intestin. Et j'ai lu que certains laboratoires sont sur le point de commercialiser des probiotiques issus non pas des cultures habituelles, mais d'une flore saine, et que ces probiotiques-là pourraient coloniser l'intestin. Une réponse à Toulouse? Oui, c'est vrai, mais c'est un monde que l'on connaît mal parce qu'effectivement, lesquelles sont importantes, lesquelles ne sont pas importantes, je parle des bactéries. Et il y a un paradoxe qui est récent et qui a un petit peu surpris tout le monde, c'est-à-dire que dans le domaine dont on parlait tout à l'heure, l'infection à Clostridium difficile, donc on a vu que ça marchait très bien, la transplantation microbiote fécal, dont la colonisation par des bactéries dites saines. Et il a été fait la même expérience en prenant de l'ultrafiltrat de matière fécale. C'est-à-dire que vous filtrez les matières fécales de manière très très fine avec des filtres spéciaux, si bien que vous n'avez plus de bactéries. Vous n'avez plus que des résidus de bactéries, des phages, et vous faites la même manip, c'est-à-dire vous faites la transplantation de ce liquide et vous obtenez les mêmes résultats qu'avec le microbiote fécal. Donc ça pose un certain nombre de questions, de savoir qu'est-ce qui marche dans cette affaire. Est-ce que c'est les cytokines contenues dans le microbiote? Est-ce que c'est les phages? Est-ce que c'est les parois bactériennes? Est-ce que c'est les bactéries entières? Donc je dirais qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui ne sont pas claires. Et on a parlé tout à l'heure, et on parle tout le temps des bactéries, mais il y a beaucoup de virus dans les selles, il y a beaucoup de champignons, de levures, et là aussi c'est un monde qu'on connaît mal, parce que peut-être que les bactéries qu'on utilise ne sont que de témoins d'autres germes présents, et qui en fait ne sont pas, et c'est toujours par hasard que l'on se rendra compte peut-être qu'en fait ce n'étaient que des traceurs et des marqueurs d'autres virus ou d'autres micro-organismes qui étaient beaucoup plus intéressants que les bactéries. Donc je dirais qu'il est difficile encore de sélectionner les bactéries d'intérêt qui pourraient être appliquées dans une pathologie spécifique. Si je peux ajouter quelque chose, en ce qui concerne les probiotiques, sur la définition de ce que ce sont les probiotiques, ce sont donc des bactéries qui ont un effet bénéfique sur la santé. Alors évidemment, il y a de nombreuses études qui sont allées essayer d'isoler certaines bactéries à droite à gauche et de tester leurs effets bénéfiques sur la santé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, on héberge des bactéries probiotiques en permanence. Et il y a des études françaises notamment qui ont montré que certaines pathologies sont associées à la perte justement de la présence de ces bactéries probiotiques. Il y a une équipe à Juillan-Josas à l'INRA notamment qui a montré que une bactérie qui s'appelle F. pronici, qui est donc probiotique, présente chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et qui plutôt absente chez ces patients-là, alors qu'elle joue un rôle protecteur chez les individus sains. Donc on héberge aussi des probiotiques naturellement. Une question à Toulouse? Oui.
Merci. Donc c'est toujours bon par rapport à l'alimentation. Plusieurs études démontrent que depuis 1950, en fait, la teneur en vitamines de notre alimentation et en nutriments a fortement baissé. Donc quelque part, si on caricature, on peut dire qu'on mange de la nourriture morte actuellement. Est-ce que ça a une influence sur l'évolution du microbiote et le développement d'éventuelles pathologies? La nourriture morte, c'est ça en fait qui vous afflige. L'expression en fait, je vois, vous déprime profondément. Est-ce qu'on a noté des évolutions? D'accord. Le problème, c'est qu'on a du mal à comparer avant, après, parce que ce qu'il faut voir, pourquoi on parle tellement du microbiote depuis quelque temps, c'est parce qu'il y a eu une grande avancée technologique qui nous permet aujourd'hui de séquencer justement les bactéries qui sont présentes et d'avoir une idée beaucoup plus précise. Avant, il y a des années, on était seulement capable de cultiver les bactéries. C'est comme ça que par culture, on savait plus ou moins quelles bactéries étaient présentes. Mais par cette technique-là, on en manquait énormément. Donc on est aujourd'hui incapable de comparer finalement le microbiote d'il y a 50 ans à ce qu'est le microbiote aujourd'hui. Peut-être qu'il faudra reposer cette question dans 50 ou 100 ans. Donc, deux choses, vous voulez dire effectivement qu'on ne peut pas comparer puisqu'il y a 50 ans, on n'avait pas les mêmes outils technologiques. Et puis, vous invitez notre poseur de questions à revenir, vous poser la question dans 100 ans, c'est ça? Si j'ai bien compris, en fait, pour résumer. Une dernière question, s'il vous plaît, à Paris. Je pensais particulièrement aux femmes, en fait, à l'influence des traitements hormonaux, notamment la pilule, sur le microbiote, parce que vous parliez tout à l'heure de la ménopause. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus, s'il vous plaît? Merci. La ménopause. D'accord. Est-ce qu'on a des études au sujet des liens entre ménopause et microbiote? À Toulouse? Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le microbiote se modifie aux différents âges de la vie et que chez la femme, plus particulièrement, en fonction du climat hormonal. Donc, une fois que l'on a dit ça, on s'aperçoit que, effectivement, le microbiote d'une femme de 60 ans n'est pas le même de celui d'une femme de 20 ans. Concernant les pilules, à ma connaissance, ce n'est pas encore très étudié. Et effectivement, ça peut être intéressant, notamment sur les modifications hormonales induites par la pilule sur le transit. Effectivement, on sait qu'il y a des modifications de transit sous certaines pilules et que là, probablement, que l'étude du microbiote pourrait amener quelques réponses sur les modifications observées. Merci beaucoup à Toulouse, merci beaucoup à Paris. 100 000 milliards de micro-organismes sont hébergés par notre tube digestif. Vous aviez donc tout juste tout à l'heure, tous et toutes tout juste, n'est-ce pas? Ensuite, le microbiote intestinal est-il impliqué dans notre système de défense immunitaire? Bien entendu, vous l'avez compris très tôt dans la soirée, vous avez eu la réponse à cette question. Enfin, dans l'état actuel des travaux de recherche, que sait-on aujourd'hui du microbiote? Je crois que plus encore, si je vous reposais maintenant la question, c'est plus l'unanimité, ce serait vraiment une bronca pour dire qu'on ne sait à peu près rien du tout, n'est-ce pas? J'espère malgré tout que cette conférence vous a éclairé et intéressé. Nous remercions ensemble l'INSERM et Universcience. Nous remercions évidemment la Cité des sciences et de l'industrie de nous accueillir. Nous remercions le Muséum... Nous remercions le Muséum de Toulouse, d'histoire naturelle à Toulouse. Je vous rappelle que Toulouse sera en 2018 la cité européenne de la science, d'accord, et accueillera les OFF juillet 2018. Les OFF qui est ce rendez-vous incontournable entre toutes les parties prenantes de la recherche. Les OFF donc européanisent Toulouse.
Les sujets évoqués, les nouveaux horizons de la science, nouveaux horizons aussi bien dans les questions de santé et de ces enjeux du développement durable, des transports de demain, du monde digital et bien sûr de l'éthique scientifique. La prochaine conférence ici, c'est le 21 septembre autour de ce thème passionnant de poison et remèdes. Nous serons en duplex avec le musée des Confluences à Lyon. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été. À bientôt.